Bonsoir Olivier Mukuna. Bonsoir. Qu'en est-il du mouvement B1 depuis les dernières élections? On est toujours là, on est toujours en train de recruter et de planir et de planifier notre programme sur lequel on a fait la campagne. On a élu une nouvelle présidente qui est Candice Vanek, qui est la présidente maintenant de B1 Bruxelles et aussi Anvers. Et donc là, on est en train de planifier plusieurs activités de rentrée pour 2020, puisque évidemment on a finalement fait quand même en tout Bruxelles et la Flandre 7000 voix aux dernières élections. Et donc on va évidemment continuer, et on continue, on travaille. Donc le mouvement va se poursuivre. Donc, absolument. Les activités vont se poursuivre. Elles se poursuivent déjà, et on a une série de rendez-vous, surtout pour la rentrée. Il fallait évidemment se remettre un peu de la grande déception. Hein. Il faut quand même rappeler qu'on a fait 4,3% plus ou moins, donc on a failli dépasser le seuil des 5 et donc avoir la tête de liste élue, en tout cas un élu. On l'a pas eu de peu, on a raté de 0,6 l'élection d'un député. Mais bon, ça nous a amené le fait que, voilà, pour une première représentation, faire un score qui n'est pas de 1 ou 2%, mais de 4%, c'est que, quelque part, voilà, notre discours politique qu'on a expliqué pendant la campagne, eh ben, il a porté ses fruits. Il y a des gens qui ont été séduits par nos propositions et par ce qu'on demande. Ce qu'on demandait d'ailleurs, et ce qu'on va encore demander à l'avenir. Donc il n'y a aucune raison de s'arrêter, il faut au contraire continuer. Ce résultat décevant d'une certaine manière est aussi un grand encouragement sur le fait qu'on ne s'est pas trompé dans notre campagne, dans nos propositions et dans notre axe programmatique politique. Lundi dernier, au Conseil communal, le PTB a proposé une motion visant à lutter contre le racisme et les discriminations qui en découlent, et cette motion n'a été soutenue en fait que par les conseillers PTB. Tous les conseillers du Parti socialiste, du Parti écolo et des partis de droite ont voté contre. Je rappelle que sur 17 membres du PS à la ville de Bruxelles, 14 sont issus des populations issues de l'immigration, et les Chevines Zoubida Gelab, qui durant la législature précédente a suscité la division au sein des colos suite à la démission ou à la mise à l'écart de Marine Nagy, qui était considérée comme hostile au port du voile, et alors la non-présence également à ce conseil communal de la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Nawel Benamou. Qu'en pensez-vous? Mais donc c'est effectivement ce vote, si vous voulez, enfin en tout cas, moi me rappelle, voilà, un des grands axes de notre campagne électorale, qui était de lutter réellement contre les discriminations structurelles qu'il y a sur cette ville. Non, le voile ou le foulard islamique fait l'objet d'une discrimination structurelle maintenant sur cette ville, à l'école, à l'emploi, au logement et ailleurs. Et donc c'est vraiment un grave problème de société pour notre capitale, qu'il faut traiter en urgence. L'islamophobie, c'est pas une vue de l'esprit. C'est bien présent, c'est présent dans nos institutions scolaires, c'est présent en politique aussi. Et d'ailleurs, ce vote le montre. Je trouve que les seuls à avoir été cohérents avec ce qu'ils avaient annoncé en campagne, c'est donc le PTB qui bon, même si c'était de manière timide, etc., finalement, des bancs de l'opposition, c'est toujours plus facile aussi, mais des bancs de l'opposition, ils proposent cette motion. On
on aurait dû attendre qu'au moins, effectivement, les partis comme le PS et Écolo luttent enfin contre cette discrimination structurelle des femmes voilées et de nos concitoyennes musulmanes, qu'elles soient adolescentes à l'école ou dans la vie adulte, et pour l'emploi. Et ben, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce que, fondamentalement, je pense que ces partis sont, eux aussi, islamophobes, comme la droite. Ils ont évidemment des petites différences et de discours et de positionnement, seront peut-être un peu moins répressifs, etc. Mais sur cette question-là, on l'a vu, on le voit. Le vote, c'est non, il faut en fait dévoiler nos concitoyennes musulmanes qui ont décidé de porter le voile. Alors que la première règle féministe, ce serait de laisser les femmes mettre ce qu'elles veulent. Et donc si elles ont envie de mettre un voile parce qu'elles sont musulmanes et parce que c'est comme ça qu'elles veulent sortir habillées, c'est le libre choix. Il faudrait normalement... Les vrais partis progressistes feraient cela. Le PS et Écolo, pour moi, ne sont plus dans cette orbite et inclusive et progressiste. Et alors, pour revenir à votre question, qui est comment se fait-il que 14, par exemple, députés d'origine maghrébine et donc de culture musulmane votent contre cette motion, et j'imagine aussi certains à Écolo. Donc quelque part, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse semblant ou pas, moi je ne fais pas semblant, ils votent contre une partie et de leur électorat et de leur communauté d'origine. Comment se fait-il que ces gens font ça? Eh bien c'est simple, et c'est aussi quelque chose que Biwan avait dénoncé et pourquoi on existe, c'est qu'à un moment donné, il faut que les citoyens arrêtent de voter pour des gens, pour des personnes, personnalisent la politique. Donc je vais voter pour celui qui me ressemble, je vais voter pour celui qui est... Je suis musulman, je vais voter pour celui qui a l'air musulman sur cette liste qui risque de gagner les élections. Eh bien voilà ce que ça donne. Ça donne finalement qu'en fait, ce qui est important, c'est la politique que le parti préconise. Et je dirais que quelque part, à part le moment de la campagne électorale où le PS et Écolo ont un peu menti évidemment en campagne électorale, ou en tout cas fait des promesses qu'ils n'avaient jamais pu tenir, si vous regardez bien les choses sur plusieurs années d'écart, il y a une évolution, comme en France d'ailleurs, islamophobe des partis comme le PS ou Écolo. Islamophobe, pas inclusive, pas acceptant la réalité de notre société, qui est que, oui, la deuxième religion, c'est la religion musulmane, et donc il y a des gens qui veulent pouvoir la vivre sainement, pleinement, et sans être opprimés, discriminés pour ce fait. C'est quand même un des droits de l'homme. Un des droits de l'homme fondamentaux, c'est la liberté convictionnelle, et y compris ostentatoire. Donc maintenant, il faut... Tout ça vient de l'islamophobie, hein, donc, parce qu'en fait, je ne pense pas que ni les députés PS ni Écolo aient peur d'une fille voilée ou d'une femme voilée. Pourquoi ce serait un danger pour la cité? Ils le savent très bien que c'est pas ça. S'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent s'inscrire dans ce courant islamophobe qui déferle sur l'Europe. Pas besoin enfin, je veux dire, en France, c'est catastrophique. Voilà, il y a une régression et droitière et islamophobe sur l'Europe, qui fait que ces partis croient devoir jouer dans l'air du temps, être du côté de l'islamophobie. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, donc pour revenir sur je dirais ceux qui trahissent quelque part, celles et ceux qui trahissent leur communauté, parce que ces gens, enfin, moi je pense que ces citoyens musulmans ont voté pour ces gens pour qu'ils les représentent vraiment, et donc qu'ils les défendent à un moment comme ça, où il y a peut-être une possibilité de faire reculer la discrimination à l'égard des femmes voilées. Et ben, donc c'est pour ça que je dis ils trahissent, parce qu'ils ne le font pas, et même ils font le contraire, ils consolident cette discrimination des femmes voilées, et ils le font aussi parce que ce sont, comme Malcolm X le disait dans les années 60, pour sa communauté afro-américaine, ce sont des nègres de maison. Ce sont des gens qui sont là, en fin de compte, pour leur propre carrière personnelle, leur propre confort, voilà, et qui ne sont pas là pour tenter d'améliorer politiquement le sort de populations discriminées, à commencer par ces femmes voilées. Nous, c'est pour ça que B1 a existé et est rentré en politique. C'est parce que nous n'attendons plus rien de ces nègres de maison,
de ces gens qui sont des petits soldats soumis à leur parti. Leur direction n'est pas... Je ne pense pas que celui qui dirige le PS soit de confession musulmane ou d'origine maghrébine ou africaine. Voilà, donc à un moment donné, la décision, c'est celle-là. On va voter contre cette proposition du PTB. Et les autres suivent, en tout cas, obéissent aux ordres. Et c'est pareil dans l'écolo, même si ils se targuent d'être un peu plus démocratiques. Non, à un moment donné, le chef siffle, ou les chefs sifflent la fin de la récré et il faut rentrer dans le rang. Voilà. Nous, encore une fois, à Biwan, on ne fonctionne pas comme ça. On se tient à des axes programmatiques, et un des axes programmatiques pour moi essentiels dans cette ville, c'est faire reculer, détruire ces discriminations structurelles à l'égard des femmes voilées, mais à l'égard aussi d'autres populations. Mais comment comprendre qu'un chef, le bourgmestre, ce chef blanc, puisse avoir une autorité aussi grande sur la majorité de ses conseillers communaux, donc 14 sur 17, pour pouvoir discriminer cet électorat de confession musulmane, le bourgmestre n'existe que grâce à cet électorat musulman. Ah mais c'est sûr que, encore une fois, l'ingratitude que nous on avait prévue, à Biwan on l'avait prévu, on l'avait dit, l'ingratitude à l'égard de tous les électeurs de cette ville qui ont voté pour le PS, ou en tout cas pour des candidats de ce parti, et qui finalement, au moment où il faut prendre des décisions, c'est ça la politique, hein. C'est pas la campagne électorale, on essaye de faire part de ses meilleurs atouts pour que le citoyen vote pour vous. Mais une fois que vous êtes au pouvoir, vous avez gagné, ils ont formé un gouvernement. Maintenant, il faut un tout petit peu être en raccord avec ce qui avait été promis au programme. Que toutes les promesses ne soient pas réalisées, d'accord, mais en tout cas, que certaines aillent dans le bon sens. Et en l'occurrence, eux, je pense, avaient tenu un discours inclusif. Ils ne le respectent pas. Comment on peut expliquer que Philippe Claus ait l'autorité sur... Mais parce que ça fonctionne de manière très verticale au PS. Alors, s'il y en a un ou deux qui se rebellent, eh bien, à un moment donné, ils vont être mis sur le côté et puis ils vont devoir démissionner ou partir. À la limite, ils devraient se rebeller ensemble à 14. Et ils devraient peut-être, chacun chez soi, quand ils rentrent chez eux, se regarder dans une glace pour à un moment donné, se rebeller. Parce que, moi, à la limite, si ils arrivaient à se coaliser et à comprendre qu'ils viennent de voter une motion islamophobe, hein, voilà, c'est ça la réalité. En prennent-ils seulement conscience ? Voilà. Est-ce que, la question est très bonne, est-ce que, parmi ces 14, est-ce qu'une majorité en prend conscience ? On peut en douter. Et deux, si au moins il y a la moitié, ou une majorité de ces 14, on va dire un peu plus de la moitié, qui en prend conscience, après il faut avoir le courage d'y aller. C'est-à-dire, si vous voulez, le courage de dire aux instances directionnelles, vous vous trompez, vous êtes islamophobe en nous demandant de voter ça, et en nous ayant obligés d'ailleurs à voter ça. Parce que maintenant c'est obligé, parce que c'est fait. Donc voilà, ils devraient revenir sur leur vote, voilà. Bon. D'un point de vue politique, c'est pas très sérieux, hein. Donc, on étudie un dossier avant le vote, et quand on a voté, normalement on assume son vote. Donc je les vois mal revenir, rien que pour ça. Mais à la limite, s'ils étaient courageux et qui prendraient enfin conscience que ils se sont fait manipuler, ou en tout cas ont voté quelque chose contre l'intérêt d'une bonne partie de ceux qu'ils représentent, parce qu'ils le veuillent ou non, en campagne c'est amusant, hein. Là, ils représentent les citoyens belgo-musulmans ou de confession musulmane. C'est ça. Quand il s'agit de voter une motion contre la discrimination des femmes voilées, c'est fini. Ils sont islamophobes. Donc, c'est quoi ce retournement de veste ? Si vous voulez, moi bon, voilà, c'est pas pour rien que je prêche pour ma chapelle aussi, je prêche pour Biwan. C'est pas pour rien que moi je n'attends plus grand chose de ces gens, si vous voulez. Là, ce que je viens de développer, juste les 2 points, ça aurait déjà dû avoir lieu, mais il y a 4 ans, il y a 5 ans, je dirais presque il y a 10 ans. Pourrait-on justement imaginer que, à la place de ces élus issus de confession musulmane ou d'origine musulmane, s'ils étaient
de confession israélite, par exemple, ou de confession ou d'origine juive, voteraient des mesures antisémites. Voilà. Est-ce que ce serait... La réponse est dans la question. Donc c'est effectivement non. Ça n'arriverait pas si, par exemple, un parti d'extrême droite, mais même eux n'osent pas, mais imaginons qu'un parti d'extrême droite de l'opposition bruxelloise ici introduise une motion pour l'interdiction de la kippa partout dans les lieux publics, comme dans les institutions, comme dans les écoles. Et toutes les écoles. Voilà. Je ne vois absolument pas des élus de tous les partis, là, voter un truc pareil. Voter quelque chose de judéophobe. Une motion judéophobe, jamais. Personne. En tout cas, élus de confession juive ou de culture juive, y compris ceux qui ne seraient pas, n'oseraient pas voter un truc comme ça. Donc, là, on est dans le deux poids, deux mesures classique, si vous voulez, dans lequel nous, B1, on avait encore dénoncé l'abattage rituel. L'abattage rituel sur lequel, finalement, quelqu'un comme Bart de Wever, avec qui on a toutes les oppositions, est quand même revenu sur notre position, sur une partie de notre position après, sur l'abattage rituel. Sous la pression de la communauté juive. Sous la pression, tout à fait, sous la pression de la communauté juive. Mais à B1, nous, dans la campagne, on était contre tout changement à l'abattage rituel, à nouveau, en fonction de notre axe inclusif, et donc contre toutes les formes de racisme, en ce compris, celle qui, par l'abattage rituel, on s'attaquait à deux communautés, et pas une seule, comme beaucoup de médias l'ont mal présenté, et voilà, c'était deux, c'était les musulmans et les juifs. Oui, mais c'est la communauté juive, les représentants de la communauté juive qui ont pris l'initiative d'introduire des recours. Les représentants musulmans n'ont fait que suivre la communauté juive. Absolument, donc. Absolument. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et je pense que là-dessus, en tout cas sur cette affaire bien précise, mais aussi sur d'autres, voilà, il y a un activisme et une résistance à toute mesure qui semble d'aspiration raciste ou en tout cas globalisante. Oui, les associations, la communauté juive, etc., de manière générale, sont tout de suite directement sur le pont et directement en mobilisation et en organisation. C'est pas toujours le cas malheureusement des associations musulmanes, et je dirais même subsahariennes, africaines, etc., où il faut beaucoup leur taper dessus avant qu'ils commencent à vraiment s'organiser de manière intraitable. De ce point de vue-là, il faut suivre l'exemple des associations et de la communauté juive qui, elles, ne se laissent absolument pas faire une seconde par rapport à ces tentatives d'attaquer leur intégrité, en fait. Pourquoi, selon vous, la question de l'islamophobie n'est pas aussi sensible que la question de l'antisémitisme? Pourquoi il n'y a pas de programme de sensibilisation dans les écoles pour lutter, pour faire prendre conscience aux élèves que l'islamophobie c'est de la même trempe que de l'antisémitisme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui ne considèrent pas l'islamophobie comme du racisme. Tout à fait. Mais c'est parce que, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles B1 existe, pour pouvoir développer cette analyse que je vais vous donner maintenant, c'est que d'abord, on a pris deux écueils dans le racisme. C'est croire que le racisme c'est une affaire morale, c'est bien, c'est pas bien. Et croire que c'est une question de rapport individuel ou d'interaction individuelle. Il m'a traité de sale bougnoul, il m'a traité de sale nègre, il m'a traité de sale juif. Le racisme, c'est aussi ça, mais ça, c'est secondaire, je dirais. Et ça existera toujours, et il n'y a même politiquement pas moyen de faire grand-chose contre ça. On ne va pas mettre un homme politique dans tous les salons des gens pour voir s'ils tiennent des propos racistes ou pas. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est évidemment, faut tenter par l'éducation et par les films, et par, voilà, il faut tenter de faire reculer je dirais, ces formes de racisme individuel. Mais le vrai problème, ou en tout cas politiquement on doit faire quelque chose, c'est pas contre ça, c'est contre le racisme structurel. Et le racisme structurel, effectivement, est le plus fort à l'égard des communautés qui ne sont pas à l'image de la majorité, c'est-à-dire blanches, et qui n'ont pas la même religion, c'est-à-dire la religion chrétienne.
Et attention, je dirais, presque judéo-chrétienne. Parce que depuis ce qui s'est passé au XXe siècle, le génocide juif, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une prise de conscience vraiment forte en Europe sur le fait que le racisme anti-juif menait au pire, c'est-à-dire au génocide, au camp de concentration. Et de ce point de vue-là, non seulement, mais ça a pris le temps, hein, donc à la fin de la guerre, il y a quand même 20 ans où on ne veut plus en parler, y compris les victimes. Les juifs, personne ne veut plus en parler. C'est que vers les années 60 que la parole se libère sur qu'est-ce qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale, et surtout au génocide juif. C'était ce racisme, vraiment, cet antisémitisme médiatique, mondain, qui était dans les journaux, dans les livres, partout. C'était dans les années 30, en Europe, en France ou ici, c'était pratiquement normal d'être antisémite. Aujourd'hui, vous voyez, le progrès, c'est un délit, c'est un crime. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a une histoire différente par rapport à cette forme de racisme-là. Mais encore une fois, c'est, comme le disait d'ailleurs Aimé Césaire, poète martiniquais, c'est du racisme intra-blanc. C'est du racisme entre blancs. Et je soulignerais que malgré qu'il y a eu le génocide juif, il y a eu aussi un massacre de tziganes et gitans. Et donc c'est aussi un racisme entre blancs. Et celui-là, malheureusement, se poursuit. Donc c'est-à-dire, ils n'ont pas du tout eu la même protection ou la même, ou en tout cas la façon dont on a pris conscience de l'antisémitisme n'est pas du tout la même que la façon dont on prend conscience du racisme anti-gitan ou anti-rom, etc., qui est le racisme anti-blanc, pour le dire de manière ironique par rapport à ceux qui utilisent cette formule. Moi je l'utilise pour eux, c'est-à-dire que le vrai racisme anti-blanc, celui qui existe, il est à l'encontre des Roms et des Gitans, qui ont d'ailleurs subi un massacre des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui donc ça aurait dû être la même histoire, mais ça n'a pas la même, si vous voulez, plutôt le même enseignement historique qui aurait dû percoler les consciences des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, même quand on apprend la Deuxième Guerre mondiale, le génocide juif, je pense qu'il y a peu de professeurs qui parlent aussi des Roms et des Gitans et de ce qu'ils ont subi et qu'ils ont été aussi internés dans les camps de concentration avec les Juifs. D'ailleurs, il y a eu aussi des Africains qui ont été internés. Est-ce qu'on en parle, etc. Donc voilà. Tout ça pour vous dire simplement que malheureusement, à partir des années 60, on est très vite passé vers... Il y a une forme de racisme vraiment très très... qui doit alerter tout le monde et tout le monde doit s'arrêter, c'est l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, cette islamophobie, cette exclusion, ce racisme institutionnel se fait au nom de la neutralité, au nom de la laïcité, au nom du bien vivre ensemble, au nom du féminisme. Donc, dans l'esprit des gens, c'est dans l'intérêt de tous de discriminer ces populations musulmanes. Donc, on a l'impression que c'est dans l'intérêt des musulmans même de se renier. C'est justement d'autant plus scandaleux d'utiliser tous ces prétextes, parce que il y a aussi le prétexte du terrorisme. Hein, donc, en fonction du fait qu'il y a eu des attentats terroristes de gens qui se revendiquaient de l'islam, il faut tous les musulmans, il faut amalgamer tous les citoyens. Moi, je ne connais pas encore, mais peut-être qu'un jour on va me le donner, une jeune femme voilée qui a commis un crime ou un délit qui mériterait qu'on ait tellement peur que finalement on doit stigmatiser toutes les femmes voilées parce qu'elles représentent un danger, parce qu'il y en a une qui a fait quelque chose de criminel. Non, il faut arrêter avec ces histoires. C'est vraiment de la poudre aux yeux et de la diversion, parce que, heureusement, bon, grâce à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et son enseignement, on sait que le racisme mène au crime, même au meurtre, et mène au pire, au génocide. Donc, assumer un racisme, c'est pas quelque chose de facile. Donc il faut évidemment prendre des prétextes au nom du féminisme, ceci, ça. Moi je vous l'ai déjà dit, le féminisme, c'est pas au nom du féminisme qu'on va dévoiler une femme, parce que sinon on veut l'habiller en fait, on veut la forcer à l'habiller comme nous on a décidé de l'habiller, c'est-à-dire sans voile. C'est pas féministe, excusez-moi. Donc voilà, encore une fois, ça c'est la première chose. Pour le terrorisme, je viens de le dire, c'est pas parce qu'il y en a un que tout le monde doit être amalgamé, parce que cette façon de faire, c'est du racisme. Sur un cas, ou un cas problématique, ou un cas criminel, amalgamé à tous ceux qui sont de la même origine ou de la même religion,
c'est du racisme. Et l'islamophobie, c'est ça. C'est pas être critique envers l'islam ou avoir peur de l'islam. Ça, ce sont des choses, entre guillemets, légitimes. Non, c'est utiliser le prétexte de la religion pour stigmatiser, en fait, une population bien précise. Parce que c'est bizarre, les musulmans yougoslaves, les musulmans d'Indonésie, quand vous discutez avec les islamophobes, ils ne vous en parlent jamais. Ils vous parlent que d'une catégorie de la population, c'est-à-dire les belgo-maghrébins de confession musulmane, et marocains plus précisément. Mais cette exclusion, de ces membres de cette communauté musulmane qui affiche son identité, ne relève-t-elle pas de la violation des droits humains, des droits et libertés fondamentaux? Comment se fait-il que cette question se limite à une question d'ordre politique? C'était quand même une question juridique. Oui, je pense que la loi belge... Mais de ce point de vue-là, moi je trouve de ce point de vue-là, en tout cas le Conseil d'État et les instances de recours fonctionnent assez bien. Souvent, ils ont rendu des arrêts allant dans le sens que, oui, il faut pouvoir accueillir les filles voilées à l'école, il faut pouvoir qu'une personne puisse porter le voile sur son lieu de travail, etc., ce genre de choses. Le Conseil d'État, donc d'un point de vue juridique, ils ont parfois rendu, enfin pas tout le temps, mais comme la plupart du temps, rendu des arrêts, des décisions qui allaient justement dans le sens de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc effectivement, la conviction, la foi convictionnelle, c'est un droit de l'homme, c'est un droit du citoyen. On a le droit d'avoir la conviction qu'on veut, et y compris de la montrer et de l'afficher sans être opprimé, rejeté, banni, exclu, pour ce faire. Donc, voilà. Comment comprendre par exemple qu'ici, à Saint-Josse par exemple, il existe les travailleuses du sexe, comme on les appelle, qui ne sont pas aussi nombreuses que les membres des communautés musulmanes discriminées, arrivent à faire entendre le droit par rapport aux mesures qui sont adoptées par l'autorité locale à travers des règlements qui leur sont hostiles. Et donc elles saisissent le Conseil d'État, et le Conseil d'État leur donne raison. Tout à fait. Comment se fait-il que cette communauté n'arrive pas à se faire respecter au même titre que ces travailleuses du sexe? Oui, mais il y a... Je pense qu'il y a... et ça va être, je dirais, ma critique sur... à la fois sur les citoyens belges de confession musulmane, qu'ils soient organisés associativement ou pas, mais aussi, parce que c'est le même problème pour les Belges des communautés subsahariennes, d'Afrique subsaharienne. Bien sûr. Subsaharienne. Il y a, pour le dire simplement, il faut leur taper longtemps dessus avant qu'ils réagissent. Et ça devient vraiment très inquiétant et catastrophique, parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, dans un air vicié, un air mauvais, c'est-à-dire on est en régression. D'un point de vue économique et social, ça ne va pas s'arranger. Le néolibéralisme est en bout de course. Une classe moyenne, la classe moyenne partout est en train de s'effriter pour grossir les classes désargentées, populaires, défavorisées. Et il y a une montée de l'extrême droite et des idées racistes et surtout de l'idée du bouc émissaire. Pour faire diversion par rapport à tous ces problèmes économiques dont les politiques n'ont visiblement pas de solution. Je veux dire, ils sont pieds et poings liés avec les banques, avec les multinationales, et puis avec l'Europe, qui est dans l'Union européenne, donc le cadre européen institutionnel, qui est dans un cadre de fuite en avant néolibéral. Donc on ne voit pas comment... Enfin, voilà, on voit pas comment ça pourrait se résoudre. En tout cas, ça ne va pas se résoudre de manière rapide. Et la tentation, c'est d'avoir un bouc émissaire. Comme dans les... Je m'excuse de le dire comme ça, mais comme dans les années 30. Au lendemain du crash de Wall Street en 1929, et qui a impacté toute l'économie occidentale, et a grossi les fils de chômage, des suicides, des gens qui crevaient de faim, etc. Ce qu'on commence à voir un peu ici en Europe, en Grèce, ailleurs. Même ici, il y a des gens qui n'ont plus à manger dans leur frigo à la fin 15 jours avant la fin du mois. Et en France aussi, et les gilets jaunes, etc. Bon. Donc, dans ces moments de tension sociale, parce que les gens n'arrivent plus à survivre, ou en tout cas pas bien,
la tentation des politiques qui ne veulent absolument pas changer de système et qui veulent rester à protéger et les riches et les multinationales, eh ben c'est le bouc émissaire. Dans les années 30, c'était le juif, maintenant c'est le musulman. Ça, c'est une analyse qui est effrayante, c'est vrai, mais qu'à un moment donné, il faut regarder en face. Donc on pourrait faire le parallèle à l'époque justement de la chasse aux juifs. C'était des juifs qui tenaient les camps de concentration, les capots. Aujourd'hui, ce seraient ces élus issus de la communauté musulmane qui maintiennent ces populations dans un... Mais dans toute politique de bouc émissaire, vous avez toujours effectivement le contremaître, les capots. Du temps de l'esclavage, il y avait aussi ceux qui donnaient... ceux qui gardaient le camp de canne à sucre, c'était des noirs avec un fouet. Et donc, alors que leurs propres frères étaient en esclavage en train de couper la canne. Il y a toujours dans ces politiques, je dirais, d'oppression, de domination, à tendance ou à essence raciste, il y a toujours, entre guillemets, d'ailleurs ce qu'on disait du temps des années 30 et de la Deuxième Guerre mondiale, les collabos. Voilà, ceux qui collaborent avec le système pour se sauver eux-mêmes, ou en tout cas avoir une vie plus plaisante, tant pis pour leur conscience, ou en tout cas leur conscience ils la mettent à la poubelle le temps qu'ils arrivent à le supporter, parce que mettre sa conscience à la poubelle, ça n'a qu'un temps. À un moment donné, voilà, on le paye très 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 cher. Et surtout pour ceux qui sont qui croient en Dieu, qui sont de confession musulmane ou d'autres religions. Voilà, quand on triche avec sa conscience, à un moment donné, on le paye. Et on le paye de manière vraiment très brutale et gravement. Moi, j'appelle donc ceux qui trichent avec leur conscience aujourd'hui, dans ces partis, mais aussi ailleurs, à essayer de regarder les choses en face. On est dans un tournant sociopolitique et économique extrêmement grave, et la tentative du bouc émissaire, en l'occurrence le musulman, c'est déjà le cas en France. Quand vous regardez en France, les médias sont devenus islamophobes. Il y a une chaîne qui s'appelle LCI, elle fait des débats islamophobes toute la journée. Il y a un de ses présentateurs qui a comparé le port du voile à un costume nazi. Et vous croyez que ce type a été débarqué de la télé, ou il a reçu un blâme? Non, c'est café crème. C'est passé comme ça. Ça a excité les réseaux sociaux se sont énervés, oui, mais le type n'a subi aucune sanction professionnelle. Encore une fois, il aurait dit la tenue du rabbin, c'est pareil qu'un uniforme nazi, il serait au chômage. Mais ici, le présentateur, le journaliste Pascal Vrébos sur Bruxelles 1 a dit qu'il ne voyait aucune objection à être islamophobe. Voilà, oui. Parce qu'il fait croire que l'islamophobie, c'est la critique de l'islam. Non, l'islamophobie, c'est se permettre d'exclure les musulmans de la société, les empêcher d'avoir accès à l'enseignement, à l'emploi. C'est ça l'islamophobie. Non, mais tout à fait. Si vous voulez, il y a une malhonnêteté sémantique. Des gens qui ont envie d'être islamophobes à essayer de le réduire, ce terme, à, entre guillemets, sa signification. C'est-à-dire phobie, avoir peur de l'islam ou rejeter l'islam. Bon. Mais, oui, si au départ, ça signifie ça, aujourd'hui concrètement, depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, donc sur ces 30 dernières années, l'islamophobie, ce sont effectivement des discours et des actes de rejet, mais c'est aussi des décisions. Et c'est aussi des lois, comme en France, la loi de 2004 qui interdit le port du voile. Et nous aussi, chez nous aussi, ce sont des décisions discriminantes qui amènent qui ont pour conséquence des conséquences racistes, puisque c'est sur des groupes de personnes toujours les mêmes. Donc c'est non seulement grave d'être islamophobe, mais ça a des conséquences racistes, et qui, moi je l'ai toujours dit, mais on aide aussi les extrémistes avec ça. On l'a tous vu, tous ceux qui ont fait un peu de recherche un peu sérieuse sur le parcours des jeunes de Molenbeek ou des banlieues là,
à Paris, qui ont fait les attentats à Paris ou qui ont fait les attentats ici, dans tout leur parcours, il y a à un moment donné la question du racisme structurel qui est là, et de l'islam, et de cette islamophobie. Et ceux qui les ont recrutés leur ont dit quoi? Tu ne seras jamais chez toi ici, ils détestent les musulmans, ils sont islamophobes, rejoins-nous, viens faire un attentat pour Allah. Voilà ce qu'ils leur ont dit. Donc, si ces gens qui, soi-disant, ces islamophobes, qui veulent lutter à la fois contre, soi-disant, l'islamisation de l'Europe, selon leur dire, complètement faux d'ailleurs, mais si ils veulent lutter contre ça et ils veulent lutter contre le terrorisme, la première des choses, c'est justement de laisser les gens tranquilles dans leurs convictions et qui ne se sentent pas discriminés. Quand on aura réduit, et même, je dirais, détruit ce racisme structurel, cette islamophobie structurelle, il y aura déjà un argument de moins pour des fous furieux qui veulent faire des attentats dont on sera tous victimes. Hein, donc à un moment donné, moi je suis désolé, mais combattre l'islamophobie, c'est pour tous les citoyens, c'est même pas uniquement pour les musulmans, contrairement à ce que les islamophobes racontent. Les islamophobes sont des racistes, qui ne s'assument pas, et qui utilisent un terme pour le détourner. Voilà, moi c'est juste la religion que j'aime pas. Si on est un islamophobe sincère, on n'aime pas toutes les religions. On est athée. On n'aime pas la religion juive, on n'aime pas la religion chrétienne, on n'aime pas la religion islamique. Et on critique les trois, plus ou moins en même temps, dans le même discours. Où sont ces gens-là? Moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas en télévision. Je ne vois que des gens islamophobes et racistes. Je ne vois que ça. Je ne vois pas d'anti-religieux sincères ou d'athées et qui s'attaquent vraiment à la religion. Ils s'attaquent à des personnes. Ce sont des gens racistes. Ils s'attaquent à des personnes. Et d'ailleurs, c'est bizarre, mais les musulmans d'Arabie Saoudite, ça ne les dérange pas, par contre. Là, il y a du pognon à se faire, là, il y a du fric à avoir, là, il y a des clubs de foot à acheter, donc là, ça va. Voilà. Pourquoi ces populations, qui aujourd'hui sont belges, ces populations discriminées sont belges, comment se fait-il qu'elle n'a pas réussi encore, après, je ne sais, plusieurs décennies de troisième génération, à accéder à cette citoyenneté, à dépasser ce statut d'immigré et à prendre en charge et à lutter pour ses droits et ses libertés? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas aujourd'hui, en 2019, parvenus à accéder à cette citoyenneté pleine et entière? Non, mais là je veux développer une autre analyse de Biwan, c'est que, si vous voulez, moi je pense qu'il y a deux visions, c'est-à-dire, en fait, dans la vie réelle, cette troisième génération issue de l'immigration est dans sa ville et dans son pays et a tous les contacts possibles, elle est complètement intégrée. Il n'y a pas de question d'intégration avec cette troisième génération dans la vie de tous les jours. Maintenant, moi je pense qu'il y a un vrai problème de racisme structurel et surtout de communautarisme, mais de communautarisme blanc. Il y a dans ce pays, et comme en France aussi, une bonne partie de gens qui ne veulent pas, je dirais, colorer la photo. Que des compatriotes à eux, d'origine maghrébine, d'origine africaine, etc., soient présents dans les conseils d'administration des universités, soient présents dans les conseils d'administration des télévisions, soient présents... Voilà. Et de ce point de vue-là, ils forment un communautarisme blanc qui discrimine tout le monde, tout azimut, à tous les échelons de la stratification sociale. Il y a un côté... quand on entend, par exemple, un raciste d'un parti de droite en France qui disait oui, quand il y a un arabe ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça va pas, c'est problématique. Si vous voulez, on a l'impression, enfin en tout cas ça a été présenté comme s'il rotait tout haut et que voilà, il disait un truc qui lui appartenait qu'à lui, qu'il faut pas dire. Moi je pense que beaucoup de gens, y compris dans notre pays, pensent comme ça. Beaucoup de gens à des postes de décision, à des postes politiques. Donc je ne parle pas des gens du bus là, hein. Je parle des gens qui ont du pouvoir, de l'influence dans les milieux décisifs, les milieux économiques, les milieux financiers, les milieux politiques, les milieux médiatiques, culturels. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme j'arrive plus à retrouver son nom, mais c'était un des lieutenants de Sarkozy. Sarkozy, lui aussi, raciste et islamophobe, dernier degré, d'ailleurs on a vu ce qu'il a fait en Libye. Donc, voilà, il y a deux problèmes. Un communautarisme blanc et un racisme structurel, institutionnel, d'État, qui à la fois
alimente, en tout cas en France pour les banlieues, une sorte d'apartheid spatial, où tous ceux qui sont bronzés sont concentrés là-bas. Et personne ne veut voir la réalité de ce que ça veut dire. On les a mis en banlieue. Voilà. Ici, c'est à l'intérieur de la ville, dans plutôt le croissant est, là. Mais il y a aussi ce phénomène d'enfermement et de ghetto à Molenbeek, à Saint-Josse, en partie, dans une certaine partie de Schaerbeek, qui est, pour moi, voilà, lié à ce racisme structurel, au fait que plus loin, de toute façon, on sera rejeté et discriminé de partout, donc on reste chez soi, ou on reste dans son quartier, là où on peut vivre une vie un peu agréable et on ne te rappelle pas toutes les 5 secondes ton origine. Voilà, il y a, si vous voulez, il y a une critique à faire d'organisation et de mieux revendiquer ses droits politiques et d'arrêter aussi d'être naïf, parce qu'il y a une certaine naïveté au moment des élections, même si c'est un peu facile de ma part en tant que perdant de l'avoir dit, mais je trouve qu'à un moment donné, il faut faire les bilans réels de ceux qui luttent pour une véritable égalité citoyenne à tous les niveaux, et ceux qui ne le font pas. Or, ceux, les belgo autre chose, comme on dit, ou les Belges avec plusieurs origines, plusieurs cultures, moi je trouve qu'en tant que citoyen, souvent ils ne font pas le bilan. Ils ne font pas le bilan voilà, il ne suffit pas de se reconnaître sur la liste électorale. On est en particratie, c'est les partis qui dirigent et qui prennent les décisions. Et à un moment donné, il faut faire le bilan d'un parti. Malheureusement, ce n'était pas encore l'occasion dans cette dernière élection, où finalement ceux qui avaient un bilan très très pauvre, voire mauvais, en matière de lutte contre la discrimination et contre le racisme structurel et contre ce communautarisme blanc, eh ben, finalement ont remporté les élections. Je discutais juste avant les élections de la fédération PS par rapport à la présidence de la fédération PS avec l'actuel président, Laoueche, et je lui demandais pourquoi est-ce que les citoyens, pourquoi est-ce que le politique qui lutte à juste titre contre l'immixtion de la religion dans les affaires politiques, c'est-à-dire l'immixtion des mosquées, par exemple, dans les affaires politiques, pourquoi ne lutte-t-elle pas de la même manière par rapport aux officines laïques, qui est une philosophie laïque, dans le politique, alors qu'elles sont soumises aux mêmes droits, aux mêmes conditions constitutionnellement. Oui. C'est-à-dire la laïcité dite organisée se permet d'être le carburant des partis politiques, Ouais. tandis que l'islam, elle ne peut pas, à juste titre, hein, encore une fois, je comprends qu'on doit lutter contre toute philosophie religieuse qui pourrait dominer le monde politique, c'est ça. alors que dans les partis politiques, ce sont les officines laïques qui donnent à penser, donnent à mener des politiques au sein des partis politiques. Et donc, ces officines laïques sévissent dans les écoles, sévissent dans toutes les institutions politiques. Non, donc, ils ont beaucoup d'influence, tout à fait. Et surtout aussi dans l'enseignement. Voilà. Et l'enseignement supérieur. Alors pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi les gens ne comprennent pas que ces officines laïques n'ont pas le droit de s'immiscer dans le politique? Mais voilà, en fait, moi je pense que ça posait moins de problèmes, cette immixtion, quand les grands dirigeants de ces officines laïques étaient vraiment laïques. Parce que maintenant, effectivement, la laïcité a tendance à se transformer en religion propre, comme ça, et surtout anti-islam. Donc, oui, pas anti-juive, pas anti-chrétienne, anti-islam. Donc, c'est vrai que, bon, à la fois sur le principe, voilà, il faut éviter toute immixtion, voilà, faire comme en France, la loi de 1905, donc les religions d'un côté, la politique de l'autre, et il ne faut pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Mais, donc, séparation de l'Église et de l'État, comme on disait, oui, mais effectivement, il y a c'est un autre des problèmes, en tout cas dénoncés nous dans la campagne, c'est qu'on est dans une perte de repères. Moi, je me rappelle du temps de l'affaire du trou dans les années 90, il y avait une formule qui était l'estompement de la norme.
pour qualifier ce qui s'était passé dans le fiasco de l'affaire Dutroux, si vous voulez. Il y a eu un estompement de la norme, donc c'est-à-dire il y a une norme judiciaire, bon, elle avait un peu disparu dans cette affaire-là. Moi je trouve qu'on est pour reprendre cette expression, on est là-dedans, mais de manière générale. C'est-à-dire que les deux poids deux mesures, maintenant, ne se comptent même plus. Et cette façon, qui finalement, pourquoi on les laisse plus s'y mixer ou plus faire? Mais encore une fois, parce qu'ils nous ressemblent. Enfin, c'est ce que n'osent pas dire ceux qui laissent faire, laissent avoir de l'influence et s'y la morale laïque. Enfin, en tout cas, la laïcité voilà, les institutions laïques, on va dire, voilà. Encore une fois, voilà, je pense que ça part vraiment de là. Il y a un côté où on les laisse plus faire, où on laisse faire des deux poids deux mesures, parce qu'ils sont comme nous. Enfin, ils nous ressemblent physiquement, et même d'un point de vue, on va dire, même convictionnel. Voilà. Et il y a... moi, je trouve... voilà, l'année prochaine, j'aurai 50 ans, moi. Ça fait longtemps que je suis dans cette ville. Je n'ai jamais senti une islamophobie aussi prégnante, un racisme anti-marocain aussi grave. Et il est vraiment temps... Enfin, je veux dire, je ne suis vraiment pas fier et très... plus que déçu, quoi, de voir que ni le PS ni l'écolo qui sont maintenant aux commandes de ce gouvernement bruxellois ne se rendent pas compte, quoi. Pas du tout. Et alors les autres, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est ne pas venir au vote ou faire semblant qu'ils n'étaient pas là. L'estompement de la norme, quoi. Voilà, puisque aujourd'hui on comprend la neutralité, comme vous l'avez dit, la séparation de l'Église et l'État, on ne comprendrait pas, par exemple, qu'un pouvoir politique à Bruxelles impose le port du voile. On ne comprendrait pas. Absolument. On dirait c'est l'influence du religieux. Mais on comprend facilement que des officines laïques, des politiques influencés ou dont la religion est la laïcité, interdisent le port du voile. C'est du même ordre. Oui, tout à fait. Oui, mais il y a, vous avez tout à fait raison de dire voilà, qu'il y a deux poids deux mesures. L'interdiction du port du voile, ce n'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. Ah non, ça... Non. Ce n'est pas neutre. C'est islamophobe. C'est islamophobe et c'est influencé justement par ces officines laïques qui sont bien dotées, qui sont subventionnées, qui sont financées au même titre que les religions. Oui, en partie. Mais c'est vrai que voilà, ils sont, on va dire, un des moteurs de la volonté d'interdire totalement le port du voile. Ouais. Voilà, donc j'aurais aimé voir ces élus qui ont juré fidélité à la Constitution exercer leur travail et empêcher toute immixtion du politique, du religieux et notamment des philosophies laïques dans le politique. Et ce n'est pas le cas. Au contraire, ils se soumettent à cette philosophie laïque. Mais je suis complètement d'accord avec vous, mais moi je voudrais ajouter aussi que bon, même si c'est une des parties qui explique la décision, ou une des parties d'influence qui explique la décision, ce qui est insupportable avec cette motion contre laquelle ils ont voté, enfin en tout cas ce vote contre cette motion, c'est que il consolide la forme la plus prégnante et la plus grave de racisme dans cette ville, c'est l'islamophobie. C'est pas la judéophobie, c'est même pas la négrophobie non plus, c'est l'islamophobie. On est dans la cinquième roue de la voiture française là. Si on continue comme ça, c'est catastrophique parce que voilà, nous, notre ville, il y a quand même un tiers de la ville qui est de cette conviction religieuse et originaire des communautés qui vont voir cette décision, qui vont voir ce vote contre cette motion et qui vont encore se sentir discriminés, à raison. Donc la lutte doit continuer. Ben, c'est pour ça que BON existe et c'est pour ça que nous on va continuer d'abord à tenir ce discours qui est visiblement heureusement apparemment le PTB nous rejoint, mais il faut vraiment que ça s'étende et que politiquement on fasse des choses parce que moi je vous le dis encore une fois, si on laisse
monter cette islamophobie structurelle, se renforcer encore, cette politique du bouc émissaire, on va vers des catastrophes qui concerneront tout le monde. La guerre, ça concerne tout le monde. Un génocide, ça concerne tout le monde. Bien sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut quand même prendre conscience de ça, arrêter de toujours faire croire que des gens comme nous qui disons ça, comme Biwan ou comme d'autres qui disons ça, on le dit par plaisir. On préférerait que ça se passe bien et que ce soit chouette, etc. Mais c'est pas comme ça. La réalité, c'est que on est en train avec ce genre de décision, de contre-décision où tout le monde est d'accord, ben les points communs avec les années 30 sont de plus en plus patents, sauf que l'identité du bouc émissaire a changé. Il n'est plus juif, il est musulman aujourd'hui. Et il faut que ça s'arrête. Merci. Merci.